Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Un chiffre pour résumer la situation des femmes en zone rurale vis-à-vis des violences. En France, les territoires ruraux représentent 33% de la population française et 47% des féminicides. 33% de la population, 47% des féminicides. Dans les campagnes, les femmes sont davantage confrontées à l'isolement, aux injonctions sociales. Alors comment aider les femmes victimes de violences? Pour le comprendre, je vous propose tout d'abord de décrire la situation, la condition de ces femmes. En quoi diffèrent-elles des femmes situées dans les zones urbaines? Bonjour Yael Amsalem-Mingui. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et on vous doit un livre intitulé Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural. Ce livre a été publié aux éditions des presses de Sciences Po. Il faut tout d'abord donner quelques chiffres sur un rapport qui a été fait autour des femmes et de la ruralité. En finir avec les zones blanches de l'égalité, c'était le titre de ce rapport. Il y a vraiment des conditions de vie différentes dans les zones rurales. Lesquelles, selon vous, Yael Amsalem-Mingui? Alors déjà, c'est pas selon moi, c'est selon l'ensemble des données dont on peut bénéficier dans toutes les recherches scientifiques et dans les données de l'INSEE. C'est d'une part le fait que les femmes par rapport aux autres en milieu urbain ou par rapport aux hommes en milieu rural, les femmes en milieu rural, d'une part, sont concernées par des emplois qui sont plus précaires que le reste de la population, contrairement à l'image un peu, on va dire, rapide de la ruralité. En milieu rural français, on trouve d'abord des ouvriers et des ouvrières, des employés et des personnes qui travaillent dans les métiers de service, et donc pas du tout des agricultrices et des agriculteurs. Il y en a, mais massivement, les espaces ruraux sont d'abord dominés statistiquement par les fractions basses des classes populaires ou par les classes populaires en France. Ce qui va faire les spécificités, c'est à la fois les emplois et la spécificité des emplois, les emplois précaires avec du temps partiel, des horaires fractionnés, des enjeux très forts sur une faible offre du travail et donc considérer qu'on a de la chance d'avoir du travail et qui va exposer beaucoup toutes les femmes, en particulier les jeunes, mais toutes les femmes, à des situations de violence dans le cadre professionnel, et puis on en reparlera. Un autre élément qui va revenir beaucoup et qui va structurer vraiment tout ça, c'est la précarité économique, qui est finalement qui va expliquer la structurelle inégalité entre les femmes et les hommes en France, et dont on va voir que dans les situations de violence, ça va se retrouver vraiment l'enjeu de manière exacerbée. Un autre élément qui est important, et puis peut-être je m'arrêterai là sur les espaces ruraux, c'est la mobilité et tous les enjeux de déplacement, puisqu'on sait que les femmes, de toute façon, sont moins équipées d'une voiture, ont moins souvent le permis de conduire que les hommes, et ça pour toutes les classes d'âge. Et donc elles vont se retrouver aussi à la fois plus à devoir fréquenter les transports publics. Or, on sait qu'il y en a beaucoup moins dans les espaces ruraux. Elles vont se retrouver à devoir être tributaires de leur conjoint ou de leur réseau pour pouvoir se déplacer, ou de faire aussi voiture-taxi davantage que leurs alter-ego masculins. Est-ce que l'isolement géographique, puisque l'habitat n'est évidemment pas le même dans les zones rurales, est-ce que cet isolement géographique s'accompagne d'un isolement social, Yael Amsalem-Mingui? Alors, l'isolement géographique, il est très varié. La ruralité, elle n'a pas de manière homogène d'exister dans les espaces ruraux français. Quand on prend, même quand on prend sur un même département, selon là où on va aller, typiquement si on prend l'Isère ou la Chartreuse, quand on est pile dans les montagnes ou quand on est dans les zones rurales autour, on va voir que il va y avoir une disparité d'offres. Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu sur les services publics de proximité qui sont largement inégalement répartis et qui sont davantage concentrés ou accessibles dans les espaces urbains et qui n'ont pas autant d'existence dans les espaces ruraux, avec malgré tout des histoires très différentes dans les espaces ruraux en fonction de l'action politique qui a pu s'y développer. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on observe comme typologie ou comme manière d'être? On a, en tout cas, d'après les études que vous avez réalisées, une forme d'isolement social, de cohabitation différente des uns et des autres. Qu'est-ce que ça provoque comme situation sociologique? Alors, ce qu'on va voir, alors moi j'ai travaillé d'abord sur les jeunes, mais je pense qu'il y a des choses qui sont
valable aussi pour les personnes entre guillemets plus âgées, c'est-à-dire au-dessus de 25 ans, c'est que toute cette, elles vont pointer en fait très rapidement la faiblesse des services de proximité, des services publics dans lesquels elles vont mettre à la fois le fait de pouvoir faire sa carte d'identité, mais aussi le fait d'accéder à des médecins, mais aussi derrière le fait d'accéder à des associations, à une mission locale, à des professionnels de santé. Et donc c'est là où on va voir que la faible densité des services d'aide, plus le manque de transport en commun, va largement limiter l'accès aux services et dans des effets d'interconnaissance va aussi faire que on ne peut pas accéder aux ressources de manière confidentielle. Et donc il va y avoir un effet de stigmatisation plus fort sur les quelques associations, les quelques espaces, parce qu'on sait où vont les gens, quand est-ce que les gens vont à tel ou tel endroit. Bon, donc on a un isolement relatif, un isolement professionnel, là vous l'avez évoqué, il y a l'Amsalem Mingui, et puis également probablement une injonction, des injonctions sociales, une sorte de contrôle social, comme disent les sociologues, qui fait par exemple que la mise en couple est conseillée, par exemple pour ces jeunes filles que vous avez étudiées, donc entre 14 et 25 ans. Alors, c'est pas que la mise en couple, elle est conseillée, elle est attendue. Jusqu'à 16 ans, c'est normal de pas être en couple. Après, il faut montrer qu'on a déjà au moins repoussé des partenaires. Et puis, en fait, on va voir que les jeunes femmes les plus âgées que j'ai pu rencontrer, donc entre 23 et 25 ans, elles vont pointer le rappel à l'ordre à la fois des filles du même âge, mais aussi de l'ensemble des femmes de leur entourage et plus largement de leur entourage avec les hommes qui y participent. Mais les adultes sont très prescripteurs de normes. Et donc, vont leur rappeler que quand même, quand est-ce qu'elles se posent, quand est-ce qu'elles s'installent, alors que le reste des filles de leur génération qui vivent dans les espaces ruraux comme elles se sont posées, elles se sont casées. Et donc, quelque part, il va y avoir un rappel à l'ordre de genre des femmes qui doivent se poser, se caser, y compris conjugalement, professionnellement et puis familialement avec les enjeux d'entrée dans la parentalité. Surtout pour les femmes qui ne sont pas diplômées ? Alors, moi, j'ai travaillé sur les filles qui restent dans les espaces ruraux, qui sont plus nombreuses à être faiblement diplômées ou moins diplômées que celles qui vont partir en ville, continuer leur formation. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir exacerbé aussi lié aux tensions économiques. Mais alors pourquoi y a-t-il une injonction particulière pour ces femmes-là ? Alors vous dites qu'il y a une corrélation puisque les femmes, comme les hommes d'ailleurs, qui sont dans les milieux ruraux, sont principalement des ouvriers, des employés. Mais pourquoi les normes sont-elles présentes ? Pourquoi celles-ci ? Alors pourquoi ces normes ? C'est déjà parce que dans des situations de précarité économique, le fait de pouvoir partir de chez ses parents, c'est aussi le fait de venir s'installer. Et en fait, dans tous les parcours que j'ai pu rencontrer, même si il y a une espèce de représentation un peu collective des filles qui seraient pas assez ambitieuses ou qui oseraient pas ou qui seraient pas assez mobiles, toutes les filles que j'ai rencontrées, celles qui sont parties, elles se sont installées chez leurs conjoints. En tout cas, il n'y a jamais des conjoints qui sont venus s'installer chez elles, par exemple. Et donc, elles vont s'installer avec leur conjoint ou elles vont s'installer dans la famille de leur conjoint. Et donc ça, c'est des choses qu'on va voir. Les garçons ne sont jamais, finalement, dans la famille de leur copine, ou en tout cas très rarement. Dans l'enquête, c'est pas quelque chose qui apparaît. Et donc ça, c'est des choses qui vont revenir aussi sur les injonctions qui vont peser, sur le devoir aussi grandir et vouloir partir de chez ses parents avec des conditions économiques qui ne permettent pas de partir de chez ses parents. Il y a aussi, à côté donc des relations amoureuses, il y a les relations amicales, les formes de sociabilité. Qu'est-ce que vous observez alors, notamment pour ces jeunes femmes, puisque vous avez particulièrement étudié les jeunes, quels sont donc les liens qu'elles nouent ? Est-ce qu'il est possible de faire une distinction par rapport aux jeunes femmes de milieu urbain ? Alors, il y a plusieurs éléments sur les relations amicales qui vont revenir. D'une part, il y a le fait que tout le monde se connaît depuis la plus petite enfance. Donc voilà, ce qui n'est pas forcément aussi évident en milieu urbain. Il y a des déménagements. Alors, en milieu rural aussi, il y a beaucoup de déménagements, mais elles vont déménager dans des périmètres qui vont faire qu'elles vont encore se voir, elles vont encore se fréquenter autour d'établissements scolaires qui sont moins nombreux. Et donc, elles vont se retrouver assez vite. En milieu urbain, dès qu'on déménage, on change d'établissement, on se voit plus. Éventuellement, on maintient des liens avec des groupes sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il va y avoir après des catégories de groupes de filles avec qui il va y avoir des processus de classement et de déclassement avec des groupes de filles qui sont fréquentables versus des filles qui ne sont pas fréquentables au fur et à mesure de l'adolescence. Et ça, on va le retrouver aussi en milieu urbain. Mais parmi les filles qui deviennent moins fréquentables, c'est aussi les filles qui ne se sont jamais montrées avec un garçon. Les filles qui ne se sont, avec l'avancée en âge, on va voir qu'il va y avoir des suspicions. Alors des suspicions de filles qui peuvent être susceptibles de poser des problèmes, de pas être conformes
finalement à l'ordre de genre, et donc on va quelque part s'en distinguer, mais aussi on va s'en distinguer parce que dans le quotidien d'être en couple ou d'avoir des enfants va pas être le même que les filles qui ne sont pas en couple et ou qui n'ont pas d'enfants. On va voir aussi que les relations amicales, elles vont être basées sur un entre-soi de classe, un entre-soi de genre, où les filles vont être solidaires. Et c'est ce qu'on écrivait avec Benoît Coquart, mais il y a une solidarité qui existe dans un contexte de concurrence sur les partenaires, de concurrence sur l'emploi. Et donc, il ne faut pas idéaliser une espèce de solidarité particulièrement heureuse en milieu rural et qui n'existerait pas dans les espaces urbains, anomiques, dans lesquels personne se connaîtrait. La réalité, elle est bien plus contrastée et on observe vraiment des effets aussi de concurrence, y compris sur les emplois un peu en vue, typiquement secrétaire de mairie ou travailler à la poste ou les postes un peu stables dans les usines, un peu qualifiés ou dans les hôpitaux ou à l'EHPAD par exemple. Et donc là, on va voir très vite les enjeux de concurrence entre les filles qui sont alimentés par les adultes aussi et qui vont rejouer et renouer avec les histoires familiales des unes et des autres où elles vont se retrouver aussi finalement responsables et tributaires des histoires passées de leurs grands-parents, arrière-grands-parents et qui vont se rejouer au moment de leur entrée dans la vie adulte. Est-ce que les réseaux sociaux changent quelque chose ? Alors oui, les réseaux sociaux changent quelque chose par rapport à leur mère ou à leur grand-mère. C'est qu'elles vont réussir à maintenir des liens avec leurs copines de primaire, y compris quand les orientations scolaires se sont éclatées, y compris quand elles vont déménager et tout ça. En fait, on va voir que même si c'est des filles qu'elles fréquentent plus, même si c'est des jeunes qu'elles fréquentent plus, elles vont maintenir des liens. Et donc, on va pas garder les mêmes liens, mais les femmes, par exemple, leur mère, elles devaient passer d'un univers local avec leurs amis et tout ça, de l'enfance et de l'adolescence, à l'univers conjugal, l'univers avec leurs partenaires, puisqu'elles partaient chez leurs partenaires. Aujourd'hui, les filles qui partent chez leurs partenaires, elles peuvent maintenir des liens avec leurs relations antérieures. Yael Amsalem-Mingui, on vous doit Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural aux éditions des Presses de Sciences Po, avec donc des conditions de vie de ces femmes en milieu rural qui sont singulières et notamment dans le contexte donc des violences faites aux femmes. Dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes, vous serez rejointe par deux femmes qui militent, l'une au planning familial et l'autre qui dirige une association d'entraide qui vient en aide à ces femmes victimes de violences, et on verra donc quels sont les contextes spécifiques des femmes qui habitent dans ces lieux. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. En France, 47% des féminicides ont lieu en zone rurale, alors que ces dernières n'abritent que 33% de la population française. Peut-on pour autant en déduire que les femmes sont plus vulnérables aux violences sexistes et sexuelles dans les campagnes qu'en ville ? Quelles sont les particularités des violences faites aux femmes dans les territoires ruraux ? On en a parler avec vous, Yael Amsalem-Mingui. Vous êtes sociologue, chargée d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse. On vous doit Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural aux éditions Presse de Sciences Po. Vous nous avez expliqué qu'il y avait une sociologie particulière aux milieux ruraux, avec une population qui était principalement composée d'ouvriers et d'employés, tout simplement parce que les agriculteurs ne sont que 400 000 en France, donc ils ne peuvent pas constituer l'essentiel des habitants des zones rurales. Et il y a un contrôle social important avec une norme qui veut que une jeune femme se mette en couple, surtout si elle n'est pas diplômée. Lorsqu'elle a moins de 25 ans, on considère que voilà, il faut se mettre en couple. Et puis une forme d'isolement social qui s'explique notamment par une concurrence pour les emplois qui sont probablement moins nombreux, pour aussi la mise en couple, on vient de l'évoquer. Et puis enfin, on a une situation où une cohorte d'individus vit bien souvent ensemble sur la longue période, parce que même si les déménagements sont aussi importants en zone rurale qu'en zone urbaine, eh bien elles sont allées dans les mêmes établissements scolaires et donc se suivent. Pour poursuivre cet éclairage spécifique, nous sommes en duplex avec Anne Ocaïs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice de l'association Réseau Femmes à l'abri dans la Drôme. C'est une association qui se charge donc de trouver un logement, de mettre à l'abri
les femmes qui sont victimes de violences dans ces milieux ruraux. Et puis Sarah Youna, c'est un nom d'emprunt, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes militante au planning familial de Saint-Yrieix, de la Perche, dans Haute-Loire. Vous êtes une association présente dans la première étape, autrement dit, vous sensibilisez ces femmes à la manière dont elles peuvent, dont elles doivent se méfier donc des violences qui pourraient être commises à leur endroit. Finalement, Sarah Youna, dans votre travail quotidien, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les femmes qui sont à l'écoute de vos conseils et quelles sont les problématiques auxquelles elles sont exposées? Alors déjà, je vais juste me permettre de vous reprendre. Donc nous sommes situés en Haute-Vienne, nous sommes le planning de Saint-Thierry-et-la-Perche. Nous, principalement, nous sommes une association qui fait de la prévention, du conseil et qui offre un espace d'accueil et d'écoute pour les personnes qui en auraient besoin. Globalement, les personnes qui viennent à nous sont des personnes qui d'abord ont besoin d'informations et d'orientation quant à la santé sexuelle, et ça va concerner aussi tout ce qui est donc contraception, IVG. C'est par là, en fait, c'est notre porte d'entrée auprès des personnes, et c'est souvent par là qu'on décèle des violences. Donc nous, c'est pas la demande principale, les sujets de violence, mais on est effectivement très sensible et surtout très à l'écoute des femmes qui arrivent avec, par exemple, une question concernant un rapport non protégé. Un rapport non protégé, pour nous, c'est savoir si ce rapport a été consenti, et s'il n'a pas été consenti, est-ce qu'il a été fait dans un cadre de violence? Et dans ces cas-là, ça nous alerte et ça nous permet d'orienter la personne s'il y a besoin d'une mise à l'abri ou de porter plainte. Voilà. Est-ce qu'il est possible de trouver des différences, Sarah Youna, entre cette situation à laquelle vous êtes confrontée et la situation donc, de femmes du même âge dans des zones urbaines? Ce que dit très bien Madame Amsalem Mangui, c'est qu'en campagne, on est dans des réalités où les personnes sont isolées de par le territoire géographique qui est assez vaste et où il faut prendre la voiture pour se déplacer, où tout le monde se connaît. Ce qui implique que dénoncer des violences, des viols, dans un milieu où tout le monde se connaît, c'est pas évident la plupart du temps. Voilà, donc je pense que ça, c'est la première chose. L'isolement rend les femmes fragiles, puisque aller rencontrer son voisin, des fois pour être mise à l'abri, est pas si évident que ça quand on habite à 600 mètres de la personne la plus proche, et quand cette personne connaît très bien son mari ou son conjoint par ailleurs. Voilà. Yalam Salem Mangui, un commentaire. Oui, alors dans cette idée-là, en fait, ce qu'on observe, c'est que les violences que subissent les femmes participent clairement à leur socialisation de genre, et on va voir finalement au fil de l'âge un continuum de violences dont parlent plusieurs sociologues comme Marie-Hélène Libert ou comme Marion Tillous, et qui vont montrer combien les femmes, en fait, elles vont être concernées davantage dans les violences intrafamiliales et puis ensuite conjugales, y compris dès l'adolescence, et puis après dans la formation, notamment dans les stages et dans l'apprentissage, et puis après dans le travail, et puis aussi dans l'espace public. Et donc, c'est pas une séparation espace public, espace privé, où il y aurait des violences spécifiques, ou des violences à un endroit et pas à un autre, mais on va voir un continuum de violences où les femmes sont exposées, et sont exposées dans un réseau d'interconnaissance qui va aussi mettre les femmes en difficulté davantage dans les espaces ruraux que dans les espaces urbains. Il y a aussi, Sarah Youna, le fait qu'il y a, semble-t-il, des normes, on l'a vu avec Yalam Salem Mangui, des normes qui sont plus fortement contrôlées peut-être en zone rurale qu'en zone urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces femmes que vous recevez? Quelle représentation se font-elles de leurs devoirs, de leurs droits, de la manière dont le couple doit être constitué? Effectivement, ce que dit très bien Madame Amsalem Mangui, c'est que nous, on s'aperçoit que les femmes en ruralité, elles sont habituées à ce continuum des violences, donc supporter de la violence au quotidien, c'est quelque chose qui fait partie de leur réalité, et elles n'ont pas forcément conscience que ça, c'est de la violence. Donc souvent, effectivement, nous, ce qu'on perçoit quand on reçoit des personnes en permanence, c'est qu'elles n'identifient pas ces violences au quotidien comme en étant, et donc il y a tout un travail qui va être de mettre des mots là-dessus et de leur demander si pour elles ce qui se passe leur paraît normal, si c'est vivable, et si elles ont envie de continuer à vivre ce qu'elles vivent. Et c'est là où c'est pas évident, parce que donc le contrôle social étant tellement fort, la honte aussi
La honte d'être victime, d'être reconnue comme victime, c'est pas évident de se reconnaître victime et de faire appel aux autres, de demander de l'aide. Donc tout ça, ça participe effectivement d'un climat où il faut, dans les accompagnements de violence, prendre le temps. C'est des accompagnements qui sont longs. Qui demandent souvent plusieurs entretiens. Et souvent, effectivement, la première parole, c'est de dire « mais vous n'êtes pas seul face à ça, on est là ». Et on peut vous accompagner. Et ça, c'est très important, puisque souvent, cet isolement procure pour ces femmes-là un sentiment que ça sert à rien d'aller s'exprimer ou de trouver des solutions, puisque de toute façon, elles seront de toute façon isolées et seules. Oui, parce que c'est paradoxal, c'est un isolement et pour autant une absence d'anonymat. Tout à fait. Vous le résumez très bien. Mais alors là, il y a l'Amsalem Mingui, cet anonymat impossible à avoir, cet isolement impossible à briser, donc il crée finalement une situation qui est largement plus défavorable en milieu rural. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est pas de pointer les femmes en milieu rural comme très différentes de leurs alter-ego en milieu urbain, ou de penser que les violences seraient vraiment caractéristique des espaces ruraux ou d'une certaine classe sociale. On sait, et là on l'a vu, on l'a entendu dans les médias depuis plusieurs mois, que c'est toutes les classes sociales, que toutes les femmes peuvent être concernées par des violences, mais effectivement, les enjeux d'interconnaissance renforcent les situations de précarité relationnelle, de précarité économique, puisqu'on va se sentir un peu face au patron qu'on connaît, parce qu'on a eu le poste par un copain, par ses parents, par quelqu'un qu'on connaît, loyal vis-à-vis du patron. Et donc, dans les situations de harcèlement au travail, que ça soit du harcèlement professionnel ou du harcèlement sexuel, ou les deux, on peut pas dénoncer son patron, qui est aussi le patron de ses parents ou de ses grands-parents, mais qui peut être son propriétaire, ou qui peut être juste le cousin, le copain, ou la grand-mère. Alors, toutes les classes sociales, mais il y a quand même un chiffre à expliquer. Il y a Amsalem Mingui, je l'ai dit, c'est un chiffre très frappant. 33% de la population française habite en zone rurale et ces zones concentrent 47% des féminicides. Si on considère qu'il y a une surreprésentation de certaines catégories sociales, des ouvriers, des employés en zone rurale, est-ce que là, ça n'est pas une typologie particulière donc qui serait liée à certaines classes sociales productrices de violences dans ces zones-là? Je ne sais pas si on peut le ramener à des classes sociales. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut ramener ça à la faible densité des services d'aide qui sont caractéristiques des espaces ruraux. Le fait d'avoir un maillage associatif. Peu d'alertes, peu de dispositifs d'alerte. Peu de moyens pour les femmes d'aller demander de l'aide, même s'il y a des associations qui se démènent sur le territoire, même si par espace, on a des élus qui vont se démener. On voit aussi l'importance des maires ruraux, et ça, Pauline Delage, elle le montre bien, des maires ruraux qui vont occuper une place importante dans le repérage. Ils connaissent tout le monde, elles connaissent tout le monde, les maires ruraux, rurales. Et donc, quand ils ont décidé de se servir de leur réseau de sentinelles pour repérer les violences et les prendre en charge, ils et elles ont la charge aussi de la gestion de la délinquance. Donc voilà, quand ils ont décidé, ou elles ont décidé de fermer les yeux, ils ont aussi la responsabilité derrière. Donc, il y a tous ces moments-là où on va voir que les effets de l'interconnaissance sont par contre très spécifiques aux espaces ruraux. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah Yona, sur est-ce qu'il y a typologie, des récurrences parmi les hommes violents? Non, effectivement, moi je pense que ça traverse un peu toutes les couches socio-professionnelles et toutes les classes. Et effectivement, ce que nous, on peut opposer à ce qui se passe en campagne, c'est de créer des réseaux d'entraide forts et de créer effectivement pour les femmes qui en ont besoin et les minorités sexuelles qui en ont besoin, des réseaux de solidarité où on est très en lien, ce qui permet de contrebalancer ce qu'explique Madame Amsalem Mingui, c'est que comme cette interconnaissance, elle crée de la pression sociale supplémentaire, il faut être très fort en face et très solidaire pour pouvoir mettre à l'abri les femmes qui en ont besoin. Est-ce que la gendarmerie joue un rôle spécifique ? Tout à fait. Nous, on a une gendarmerie qui, depuis 2 ans, s'active à former des agents à l'accueil des personnes victimes de violences, notamment domestiques. Et on se rend compte qu'il y a une vraie volonté dans certains territoires d'être un relais pour ces femmes-là. Et en ça, on peut que les saluer parce que justement, dans des territoires où l'interconnaissance favorise pas la libération de la parole, et ben souvent les gendarmes chez nous sont les premiers à être au courant de ces violences domestiques et à pouvoir intervenir. Donc on salue vraiment l'effort qu'ils font chez nous, en tout cas en Haute-Vienne.
Anne Ocaïs, alors vous êtes située donc à une étape postérieure de celle qu'évoque Sarah Youdin, qui elle est militante au planning familial, puisque vous recueillez ces femmes qui sont donc victimes de violences, vous leur offrez un hébergement d'urgence. Comment ça se déroule? Quels sont donc les cadres pour ces femmes qui viennent auprès de vous? Alors, on a aussi un travail de prévention parce qu'on a un dispositif itinérant qui est absolument nécessaire en milieu rural. On a un petit camion à bord duquel on peut faire des entretiens avec des femmes, aller les rejoindre là où elles se trouvent. Ça nous permet de repérer, ça nous permet d'être repérés par des partenaires qui peuvent faire appel à nous. Et en effet, les femmes qu'on accueille sont victimes, elles, de sans-abrisme. On va plutôt en parler comme ça, parce que il existe des dispositifs publics d'hébergement d'urgence, en tout cas dans la Drôme, parce que ça marche par préfecture, qui accueillent de manière inconditionnelle les femmes victimes de violences. Et nous, on accueille les femmes qui sont exclues des dispositifs d'hébergement d'urgence. Et oui, parce que alors le problème, il est très concret. Et les femmes en milieu rural ont beaucoup plus de difficultés à trouver un logement loin de leur conjoint, parce que bien souvent, à Nocaïs, leur travail est évidemment lié à leur situation géographique, et à la différence donc des femmes qui vivent en milieu urbain, il est plus difficile de trouver l'anonymat dans un autre lieu. Ça, d'une part, le travail quand elles en ont, c'est-à-dire que même au tout début de la boucle, quand une femme décide de s'échapper d'un contexte de violence en milieu rural, en tout cas dans notre département, elle a le choix d'aller dans les deux villes qui sont Valence et Montélimar, dans lesquelles il y a des hôtels sociaux qui sont pas forcément adaptés non plus à leur profil, à leurs caractéristiques. Donc elles doivent rompre avec leur milieu professionnel, leur milieu social, le lieu de scolarité des enfants, et être dans un contexte qui n'est pas favorable à l'apaisement. Parce que par exemple, il y a une maman qui nous racontait qu'elle s'est retrouvée en hôtel. Elle est de milieu rural d'une toute petite commune. Elle s'est retrouvée avec ses deux enfants de 2 et 4 ans en hébergement en hôtel d'urgence. Elle était au premier étage. Il y avait une cuisine au deuxième étage. Les enfants n'étaient pas autorisés à aller dans la cuisine, donc elle pouvait pas cuisiner en présence de ses enfants. Donc elle devait laisser des enfants de 2 et 4 ans dans une chambre tout seul enfermés pour cuisiner. Bref, c'était tout à fait inadapté. Et en plus, se jouait à l'intérieur de cet endroit-là de la violence, parce que c'est un endroit qui accueille tout un tas de personnes qui sont en situation d'errance. Donc il y avait de la consommation de toxiques, il y avait de la violence entre les résidents. Donc c'était quelque chose qui lui a fait dire « j'ai envie de retourner chez mon mari ». Et l'assistante sociale qui l'accompagne lui disait « mais si vous retournez chez votre mari, les enfants seront en danger, on va vous les prendre ». Donc elle était prise en étau dans un contexte qui était absolument intenable. C'est ce qui fait que des associations comme la nôtre commencent à se créer, des élus commencent à mobiliser des logements communaux. Que lui est-il arrivé justement à cette femme et à ses deux enfants ? Eh bien, au bout d'un moment, elle a enfin été positionnée sur un petit appartement d'insertion dans lequel elle a pu enfin se poser, évoluer et stabiliser sa situation. Donc là, en l'occurrence, on a affaire à une femme qui travaillait, C'est une femme qui ne travaillait pas. C'est une femme dont le titre de séjour dépendait du monsieur, qui a dû couvrir absolument tous ses droits, c'est-à-dire bénéficier de ses ressources propres. Donc c'est des démarches qui prennent beaucoup de temps. Donc ce sont des accueils qui sont très longs, parce que souvent les femmes ne travaillent pas, elles s'occupent des enfants, ou il y a des travaux à temps très très partiels qui ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins. Donc le temps d'ouvrir toutes les démarches administratives qui sont dématérialisées, qui prennent énormément de temps, pour que les personnes aient accès à leurs ressources, aient accès à leur logement, aient accès à la scolarité, l'insertion, etc. Ce sont des accueils qui peuvent durer très longtemps. Yalem Salem Mingui. Oui, alors pour revenir sur ce qui vient d'être dit, en tout cas moi un truc qui sort beaucoup dans l'enquête sur les filles du coin, c'est que les plus jeunes font part d'une inacceptation plus forte des violences, et notamment des violences dans le cadre familial. Et contrairement à leur mère, le fait de pouvoir quitter leur conjoint en situation de violence, le fait de pouvoir casser leur couple, c'est quelque chose qui émerge largement, au même titre que l'importance d'être indépendante économiquement. Et donc là, on va voir une génération qui, finalement, a bénéficié de tout un discours, de toute une société qui bouge lentement sur la prise en compte des violences, mais avec le fait que on n'est pas obligé de rester dans des couples où c'est dysfonctionnel, dans des familles où ça va pas, où on subit des violences. Et ça, c'est quelque chose qui émerge largement de la part des femmes, même si les conditions de précarité
vont faire qu'elles vont être maintenues malgré tout dans des contextes de violence. Et alors, Anne Ocaïs, tout à l'heure, il était question donc des régularités observables dans les situations de violence. Est-ce qu'on a affaire à certains types d'hommes sur le plan donc des CSP, des catégories socio-professionnelles ou pas? Semble-t-il, les deux personnes, les deux invités, Yael Mselem Mingui et Sarah Youna, ne voyaient pas de régularité observable. Peut-être l'alcool, c'est, d'après ce que j'ai lu, un facteur commun à beaucoup de ces situations. Est-ce que c'est ce que vous observez? Est-ce que vous observez d'autres choses? Alors, ce qu'on observe, c'est peut-être des habitudes liées à la honte et à l'appartenance à une classe sociale qui autorise ou non à s'adresser à des travailleurs sociaux. Donc nous, on a des personnes qui viennent nous rencontrer, qui ont été en contact de près ou de loin, il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps, avec des travailleurs sociaux parce que leur situation familiale quand ils étaient jeunes ou leur situation actuelle les a emmenés à bénéficier d'aide ou avoir besoin d'aide de travailleurs sociaux. Les CSP+, on les voit beaucoup moins parce que il n'y a pas ce réflexe-là d'appeler à l'aide et de contacter quelqu'un de tiers. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'échec, quoi, de la honte. Et on ne sait pas qu'ils n'existent pas parce que on peut rencontrer des femmes catégorie CSP++, dans des situations très très dégradées. C'est-à-dire que tout le travail de prévention et d'alerte qui peut avoir lieu de manière un peu primaire, avec ce premier contact qui peut venir faire rencontrer la personne au moment où les violences émergent, au moment où il est possible encore de poser un stop, les CSP++, on les rencontre dans des situations beaucoup plus dégradées où là il s'agit d'urgence vitale. Nous, c'est ce qu'on peut observer. Après, je n'ai qu'une connaissance empirique. Mais alors là, pardonnez-moi, je vous coupe comme vous êtes en duplex, Anne Ocaïs. Mais alors là, j'imagine que vous travaillez étroitement avec la gendarmerie. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a, c'est surprenant parce que je vois qu'en Haute-Vienne, c'est la même chose. On a un adjudant de gendarmerie à Dieu-le-Fils, juste à côté de la commune où est le siège social de l'association, qui fait un travail absolument formidable. C'est-à-dire qu'il s'est formé, il forme ses équipes, et non seulement il a la technicité qui fait qu'il a des pôles d'attention et des questions récurrentes et des endroits de vigilance avec les victimes, mais en plus, il a un supplément humain qui fait que unanimement, les femmes qu'on a dirigées vers lui ou qui reviennent de l'avoir vu que lui nous dirige se sont senties bien reçues. Donc on sent qu'il y a un mouvement parce qu'au moment du dépôt de plainte, dans ce cadre-là, parce qu'ils sont formés, c'est plus simple. En revanche, c'est au bout de la liste, c'est-à-dire que le traitement des plaintes est pas encore très satisfaisant. Les réponses de la justice par rapport aux plaintes n'est pas encore satisfaisant. Donc on va pas baisser les bras parce qu'il y a quelque chose qui bouge, parce qu'il y a ne serait-ce que 5 ans de ça. Les plaintes, on avait quand même beaucoup plus de retours absolument négatifs sur la manière dont étaient accueillies les plaintes et traitées les plaintes au moment du dépôt. Et maintenant, on espère qu'en bout de parcours du processus de plainte, on aura des réponses satisfaisantes avec une expression vraiment radicale sur l'empêchement des violences. Un petit mot là-dessus, Sarah Youna, parce que c'est important. Ça veut dire que les femmes sont entendues par la gendarmerie, qu'il n'y a plus donc de processus comme on a pu le voir dans certaines affaires dramatiques. Yael Mselem Mingui fait la grimace. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah Youna ? Je vais faire la grimace comme elle, c'est-à-dire que nous, ce qu'on constate, c'est que la gendarmerie se forme, certes, mais par exemple, à Limoges, en ce moment, nous avons des personnes haut placées dans nos administrations qui sont sous le coup de plaintes pour agression sexuelle. Donc ça veut dire que prendre une plainte, c'est très bien, mais si le premier magistrat qui s'occupe d'administrer la plainte est lui-même une personne qui pose problème, qu'est-ce que ça implique ? Donc il y a du progrès, on le note, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et il y a surtout une partie des comportements de nos cols blancs qui est encore à analyser et à questionner. Un mot de conclusion, Yael Mselem Mingui. Un mot de conclusion, c'est compliqué. Je dirais quand même qu'il faut, dans le cadre de cette émission, rappeler au moins que, en tant que témoin ou en tant que victime, on a quand même les moyens de pouvoir alerter et dénoncer les violences, notamment par SMS au 114 ou par un appel au 3919 ou, en ce qui concerne les enfants, au 119. Je pense qu'on peut pas conclure, mais au moins en redonnant l'information et en se disant que toute cette information, elle doit circuler partout et avec tous et tous.
On va mettre effectivement ces numéros sur le site de France Culture. Merci Yalem Salem Mingui. Je rappelle que l'on vous doit Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural. C'est votre livre publié aux éditions des presses de Sciences Po. Merci Sarah Youna, militante au planning familial. Et merci à vous, Anne Caïs, directrice de l'association Réseau Femmes à l'abri dans la Drôme. Là aussi, on va mettre des liens sur le site internet de France Culture pour que l'on puisse éventuellement vous contacter.